préparez-vous un verre, car ce que je vais vous raconter n'est pas qu'une histoire, c'est un accident de voiture au ralenti, mêlant confiance, amour et trahison. Je pensais l'avoir sauvé des ténèbres, par 2 fois, mais j'étais naïf. Au lieu de cela, je me suis retrouvé seul, à regarder tout s'effondrer comme une mauvaise blague dont je n'avais pas saisi le punchline. Si vous avez déjà fait confiance à la mauvaise personne, si vous avez déjà ignoré cette petite voix dans votre tête qui murmurait « quelque chose ne va pas », alors vous savez déjà où cela mène. Mais vous ignorez l'ampleur de cette trahison et ma réaction. J'ai agi comme un véritable inspecteur Maigret. Et puis, je l'ai rayé de ma vie. Et croyez-moi, elle le regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Mais commençons par le début. Je m'appelle Julien. J'ai 40 ans, et je dirige ma propre entreprise de logistique juste à la périphérie de Lyon. Ce n'est pas une affaire tape à accent Graveleuil, pas le genre dont on se vante lors des apéros, mais c'est stable. Je l'ai bâtie de mes mains ces 12 dernières années, et elle est devenue une source de fierté. J'ai une douzaine d'employés, quelques camions, et plus de stress que je ne sais en gérer. Je me lève à 6 heures, en réunion téléphonique à 7 heures, je gère les itinéraires, les fournisseurs, les chauffeurs, les contrats. Ma vie, ce sont des tableaux Excel, de longues conversations téléphoniques et des factures qui ne correspondent jamais. Ce n'est pas glamour, mais ça paye les factures et ça occupe mes mains et mon esprit. Le problème, c'est que tout ce travail ne laissait guère de place à une vie personnelle. La plupart de mes amis se sont casés depuis longtemps, avec des enfants, des barbecues, des plaintes sur leurs emprunts immobiliers. Moi, je me disais toujours que je m'y mettrais un jour. J'ai eu quelques relations sérieuses, rien de dramatique. Juste des histoires qui s'éteignent doucement. Sans rancune, juste la vie qui prend le dessus. Et puis, j'ai rencontré Claire. Je ne cherchais rien. Bon sang, je n'étais même pas dans le bon état d'esprit pour une relation sérieuse. Je venais de boucler un mois éreintant au travail. Claire n'était pas de mon monde. Elle travaillait dans ce qu'on appelle pudiquement l'accompagnement. On payait pour son temps. Certains voulaient discuter, d'autres voulaient plus. Je n'y ai pas trop réfléchi quand j'ai pris rendez-vous la première fois. Je me disais que j'allais dîner avec une jolie femme, parler de tout sauf des plannings de livraison, et me sentir humain pendant quelques heures. Je voulais juste me détendre après un mois chargé. Elle est entrée dans ce bar d'hôtel, et mon cœur s'est arrêté. Elle portait une robe noire, et ses cheveux étaient coiffés comme si elle sortait d'un plateau de cinéma. Mais ce n'était pas seulement son apparence même si ça suffisait à faire tourner les têtes. C'était sa façon de se tenir. Assurée, comme si elle savait qu'elle pouvait briser des cœurs sans lever le petit doigt. Et sa voix, chaude, avec un rire qui m'a frappé en plein ventre. On a parlé pendant des heures. Elle m'a fait oublier que j'avais du travail le lendemain. Elle écoutait. Pas de cette façon fausse où l'on hoche la tête, mais elle écoutait vraiment. Elle posait des questions, donnait des réponses réfléchies. À la fin du rendez-vous, elle m'a demandé si je voulais continuer dans une chambre. Mais j'étais tellement ému par elle que j'ai refusé ce jour-là. Ce premier rendez-vous s'est transformé en un deuxième, puis un troisième. Au début, je pensais que j'étais juste seul. Peut-être que j'aimais juste l'idée que quelqu'un m'accorde de l'attention sans rien attendre en retour. Mais après un temps, ce n'était plus une question d'argent. Je voulais simplement être avec elle. Elle était vive, pleine d'esprit, et quand elle souriait, tout son visage s'illuminait. Je ne me sentais pas jugé en sa présence. Je me sentais chanceux. Comme si j'avais trébuché sur quelque chose de rare, de magnifique, et totalement hors d'atteinte. C'est devenu une routine. 1 ou 2 fois par semaine, je libérais une soirée, et on se retrouvait. 6 mois plus tard, je lui ai proposé d'emménager avec moi. Elle est restée silencieuse au début, comme si elle n'y croyait pas. Je lui ai dit que j'étais sérieux. Qu'elle n'avait plus besoin de faire ce travail. Que je prendrais soin d'elle. Qu'elle n'aurait plus à s'inquiéter du loyer, des factures ou des mauvais clients. Elle pourrait repartir de zéro. Vraiment. Elle a pleuré. Elle a dit que personne n'avait jamais cru en elle comme ça. Que toute sa vie, elle avait eu l'impression de devoir survivre seule, et que moi j'étais le premier à la voir comme plus qu'un prix à payer. Elle disait vouloir sortir de cette vie. Qu'elle la détestait. Que peut-être, juste peut-être, elle pourrait être quelqu'un d'autre avec moi. Je l'ai cru. Je la crois toujours quand elle pleure. Alors elle a emménagé. Comme ça.
On a signé discrètement, sans mariage fastueux, sans invité, sans table dressée. On a célébré à la maison, juste tous les deux. Elle a apporté de la vie dans ma maison, comme une bouffée d'air frais par une fenêtre ouverte. Et pendant un temps, ça semblait être le début de quelque chose de bien. De vrai. De précieux. Les premiers mois avec Claire sous mon toit étaient comme une couche de peinture fraîche sur un vieux mur. Lumineux, lisse, propre. On a trouvé un rythme qui ressemblait à un bonheur domestique. Je partais tôt pour le travail. Son rire résonnait dans la maison. Elle mettait de la musique le matin en préparant des smoothies qu'elle ne finissait jamais. Je l'observais parfois à son insu au dansant pieds nus, jouant avec le chien, lisant un roman à l'eau de rose trouvé dans une librairie d'occasion et je me disais, peut-être que c'est vraiment ma chance d'être heureux. Mais je travaillais plus que jamais. L'entreprise grandissait, et j'avais un gros contrat en vue avec un nouveau distributeur à Marseille. Mes journées étaient remplies, et la pression montait. Je me disais que je faisais ça pour nous, pour la vie qu'on construisait. Claire ne semblait pas s'en plaindre. Elle s'occupait avec du yoga, des brunchs, des rendez-vous au spa, et toutes sortes de nouvelles routines de bien-être. Parfois, elle parlait de son air de guérison, comme si elle se réinventait jour après jour. Je ne posais pas beaucoup de questions. Je lui faisais confiance. Vraiment. Elle était jeune, elle avait eu une vie difficile avant, et maintenant elle avait enfin de l'espace pour respirer. Qui étais-je pour lui mettre une laisse? Et oui, une partie de moi était probablement fière de l'avoir sortie de cette vie. Comme si j'avais fait quelque chose de noble. De bien. Je n'avais aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Pas à ce moment-là. Elle était chaleureuse. Aimante. Elle m'embrassait encore quand je rentrais à la maison. La nuit où tout a basculé, j'avais un dîner d'affaires dans une brasserie chic du centre de Lyon. Je présentais un partenariat logistique à long terme à 2 fournisseurs régionaux, l'un des plus gros contrats que j'ai jamais poursuivis. J'avais mis mon plus beau blazer, dépoussiéré ma montre, et essayé de me rappeler quel vin allait avec quoi. J'étais nerveux, mais confiant. J'avais préparé mon dossier. Et puis ils sont arrivés. 3 hommes. L'un des représentants, son associé, et un troisième que je ne connaissais pas, accompagné d'une femme. C'était Claire. Elle était radieuse. Robe moulante, rouge à lèvres éclatant, cheveux relevés comme elle disait toujours que ça la rendait, audacieuse. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Elle s'est figée à mi-pas. Son sourire a vacillé une demi-seconde, puis s'est remis en place comme un masque. Je n'ai pas scié. J'ai juste hoché la tête poliment, comme si elle était une étrangère. Elle n'a rien dit. Elle s'est assise à côté de l'homme, riant à une blague idiote qu'il venait de faire. Nos regards se sont croisés une fois à travers la table. Il y avait quelque chose entre la panique et la supplication dans ses yeux. Les miens n'ont pas bougé. Je ne pouvais pas me le permettre. À la moitié du deuxième plat, elle s'est levée brusquement, disant qu'elle ne se sentait pas bien. Son cavalier n'a pas protesté. Elle est partie avec un rapide au revoir, son manteau sur le bras. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri au client. J'ai décroché le contrat. Je ne sais comment. Quand je suis rentré ce soir-là, les lumières étaient éteintes, mais elle était là. Assise dans la cuisine, comme si elle m'attendait. Je suis passé devant elle sans un mot, j'ai desserré ma cravate, me suis servi un whisky, et je me suis planté près de l'évier. Elle a dit qu'elle pouvait expliquer. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Pas encore. Je l'ai juste regardée. Elle semblait si petite à ce moment-là. Juste, petite. Comme l'ombre de la personne que je pensais connaître. Elle m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois là. Que ce n'était rien. Que c'était, juste de la compagnie, quoi que ça veuille dire. Elle a dit qu'elle essayait de gagner un peu d'argent pour ne pas se sentir comme un poids mort à la maison. Je ne l'ai pas cru. Mais j'avais envie de la croire. Alors je suis resté là. La cuisine était silencieuse, sauf pour le bourdonnement du frigo. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Et pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé, je n'étais pas sûr de qui était assis en face de moi. Je ne suis pas fier de ma réaction ce soir-là. Ni des jours qui ont suivi. Après un long silence. Mais je ne vais pas mentir. Après son excuse bancale à la table de la cuisine, je n'ai pas haussé les épaules. J'ai craqué.
J'étais en colère tremblant, vibrant, faisant les 100 pas. Tout en moi semblait se défaire. Je n'étais pas seulement en colère contre elle. J'étais en colère contre moi. D'avoir été aveugle. D'avoir joué au couple parfait avec quelqu'un que je connaissais à peine. De penser que je pouvais la sortir du chaos de son passé et prétendre qu'on était un couple normal. Je lui ai demandé sans détour ce qu'elle faisait à ce dîner. Pourquoi elle était avec ce type? Pourquoi elle était habillée comme ça? Elle répétait que ce n'était pas ce que je croyais. Que c'était, juste de la compagnie. Que c'était quelqu'un qu'elle connaissait d'avant, qu'il l'avait contacté, lui avait demandé de l'accompagner à un événement professionnel, et qu'elle n'avait pas pensé que ce serait grave. Elle a dit qu'elle ne savait pas que je serais là. Qu'elle s'était sentie piégée dès qu'elle était entrée. Je n'y croyais pas. Je lui ai dit d'arrêter de mentir. Je lui ai dit que j'avais vu comment il la regardait, comment elle lui touchait le bras, comment son rire changeait avec lui. Je lui ai dit que personne n'engage quelqu'un comme elle, juste pour de la compagnie, dans un dîner aussi chic. Je lui ai dit de partir. Pour ce soir. Dans un hôtel, avec l'argent qu'elle avait gagné. Pas pour toujours. Juste pour la nuit. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de réfléchir sans son visage devant moi, sans l'odeur de son parfum dans l'air, sans sa voix essayant d'adoucir la vérité. Elle s'est effondrée en larmes. De grosses larmes, désordonnées. Elle disait qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Qu'elle avait peur que je la voie différemment, que je ne comprenne pas. Qu'elle détestait que j'ai dû la voir comme ça. Je lui ai dit que c'était déjà fait. Elle a essayé de m'enlacer avant de partir, mais j'ai reculé. Je ne pouvais pas. Elle m'a regardé comme si je venais d'éteindre la lumière dans une pièce qu'elle ne savait pas naviguer. Après ça, elle s'est retournée et est partie en silence. Le matin est arrivé lentement, lourdement. Je n'avais pas bougé de ma chaise quand j'ai entendu frapper. Elle était revenue. Sans maquillage. Cheveux en chignon désordonnés. Sweat à capuche relevée comme une armure. Ses yeux étaient bouffis, rouges, et je voyais qu'elle n'avait pas dormi non plus. Elle s'est excusée encore. La voix tremblante. Elle disait avoir fait une erreur. Qu'elle ne voulait pas me perdre. Que rien ne s'était passé. Que ce n'était pas une question d'argent, de son ancienne vie, ou quoi que ce soit. Elle jurait que c'était innocent. Que c'était juste une faveur. Elle jurait surtout que ça ne signifiait rien. Je ne l'ai pas interrompue. J'ai juste écouté. Quand elle a fini, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je lui ai dit que je la reprendrais mais une seule fois. Je pouvais pardonner une erreur. Pardonner un mauvais jugement. Même pardonner qu'elle m'ait menti en face. Mais je ne pourrais pas pardonner une seconde fois. Un autre faux pas, et c'était fini. Plus d'avertissement. Plus de seconde chance. J'étais clair, ferme, calme en le disant. Elle a hoché la tête comme une enfant grondée. Docile, petite, avalant sa culpabilité comme si ça lui faisait mal de se tenir droite. Elle a promis de changer. Je faisais des journées de 12 heures au bureau, et même plus. Un nouveau client m'obligeait à réorganiser la moitié de mes itinéraires, et 2 de mes gars étaient constamment en retard ou absents. J'étais stressé, épuisé la plupart des soirs. Je me disais que tout allait bien à la maison, parce que, eh bien, ça en avait l'air. Elle rendait ça facile à croire. Après un temps, je lui ai dit qu'elle pouvait recommencer à sortir. Elle n'avait même pas demandé où elle gardait la tête basse, restait à la maison, silencieuse. Mais je voyais qu'elle devenait nerveuse. Les mêmes 4 murs tous les jours rendraient n'importe qui un peu fou. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait retourner au spa. Réserver un massage. Aller à la salle de sport. Déjeuner avec ses amis. Elle s'est illuminée, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Pas de manière suspecte, pas au début. Juste, soulagée. Comme si elle retenait son souffle et pouvait enfin expirer. Je pensais qu'on tournait une page. Que peut-être, juste peut-être, le pire était derrière nous. Elle a commencé doucement au Pilates une fois par semaine dans un studio près de la maison. Puis un café avec une amie d'avant, une certaine Sophie qui portait trop de maquillage et parlait trop fort au téléphone. Elle me racontait tout. Ou du moins, j'avais l'impression qu'elle le faisait. Où elle allait, avec qui, quand elle rentrerait. Parfois, elle envoyait des selfies où elle en peignoir avec un masque vert sur le visage,
ou tenant un smoothie au nom rigolo comme « Calypso ». Je répondais avec un pouce levé ou un « joli » et je retournais au travail. Elle a même proposé de partager sa localisation sur son téléphone. Pour me rassurer, disait-elle. J'ai apprécié le geste, mais je ne vérifiais pas souvent. Pour moi, la confiance, c'était ne pas avoir besoin de vérifier. Elle avait l'air en forme aussi ou plus saine, plus énergique. Comme si sortir et faire quelque chose pourrait lui redonner vie. Et je voulais ça pour elle. Je voulais croire qu'on construisait quelque chose de vrai cette fois, que les mensonges et les tensions étaient derrière nous. Elle s'est achetée de nouveaux vêtements ou des leggings de yoga, des vestes sportives, ces grandes gourdes que toutes les filles semblent porter comme des doudous. Je lui disais qu'elle était superbe. Elle souriait, m'embrassait sur la joue, et me disait que je travaillais trop. Je suppose que je pensais que c'était ça, une seconde chance. Et j'y croyais vraiment. Pendant un temps. Les routines sont revenues. Je partais tôt. Elle dormait tard. Je vérifiais mes emails avant le déjeuner. Elle m'envoyait un texto avec ce qu'elle avait préparé pour le petit déjeuner. Je rentrais fatigué, et elle était là, sur le canapé, pieds relevés, musique en fond. On n'était pas parfait. Mais on était calme. Et dans une maison comme la mienne, le calme, c'était déjà pas mal. Je pensais qu'on avait tourné la page. Mais avec le recul, j'aurais dû prêter plus d'attention à ce qui était écrit dans les marges. Ça a commencé comme un murmure au fond de ma tête. Rien de fort. Rien d'évident. Juste une petite démangeaison que je ne pouvais pas gratter. Au début, je me disais que j'imaginais des choses. Que je portais encore le poids de ce qui s'était passé avant. Que j'étais trop vigilant, trop méfiant. Mais avec le temps, le sentiment s'est amplifié. Ses sorties duraient plus longtemps. Ses réponses devenaient plus courtes. Je lui demandais où elle était allée, et elle me donnait le nom d'un endroit imprononçable ou d'une amie que je n'avais jamais rencontrée. Toujours avec ce sourire doux, comme si je devais juste hocher la tête et dire « ça a l'air sympa ». Elle ne faisait rien de franchement suspect, rien que je puisse vraiment pointer du doigt. Mais il y avait des détails. La façon dont elle se dépêchait de mettre son téléphone en silencieux quand il vibrait. La façon dont elle avait soudain besoin de prendre son temps pour elle, hors de la ville ou des spas qui étaient maintenant trop loin pour être locaux. Ou comment elle semblait toujours un peu trop préparée quand je lui disais que je devais travailler tard. Je rentrais, et la maison était impeccable, des bougies allumées, de la musique douce, comme si elle avait monté une scène 5 minutes avant. Peut-être que la plupart des hommes n'auraient rien remarqué. Ou peut-être qu'ils auraient remarqué et se seraient tus. Mais je ne pouvais plus l'ignorer. Alors j'ai fait ce que je devais faire. Je connaissais un gars à Marc qui travaillait dans la sécurité domestique avant de lancer son entreprise d'installation audiovisuelle. Je lui ai dit que je voulais renforcer notre système, j'ai mentionné des vols de colis dans le quartier, et je lui ai demandé s'il pouvait installer quelques caméras discrètes à l'intérieur de la maison. Il n'a pas posé de questions. Les professionnels comme lui ne le font jamais. Je lui ai dit que je les voulais dans les zones principales, cuisine, couloir, salon, et près de la chambre orientée vers l'extérieur, pas vers le lit. Rien de louche. Juste assez pour savoir ce qui se passait en mon absence. Il est venu le lendemain après-midi pendant que Claire était à un soin détox himalayen, ou je ne sais quoi, et on a tout installé en moins de 2 heures. Travail propre. Les images étaient envoyées directement sur une appli sur mon téléphone, avec des alertes pour les mouvements, mais je pouvais vérifier quand je voulais. Pendant quelques jours, tout semblait normal. Elle rentrait, changeait de vêtements, se servait un verre, mettait de la musique, et s'affalait sur le canapé avec son ordinateur. Honnêtement, ça me faisait me sentir coupable. Comme si j'étais vraiment juste paranoïaque. Et puis, le jeudi est arrivé. Elle est rentrée vers 16h30, des sacs à la main. On aurait dit des courses, rien d'étrange. Elle a enlevé ses chaussures, posé son sac sur l'îlot de la cuisine, puis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si elle pensait que quelqu'un l'observait. Elle s'est dirigée dans le couloir. J'ai changé de vue sur la caméra et je l'ai vue fouiller dans son sac. Elle en a sorti une grosse enveloppe blanche comme celle qu'on utilise pour les cartes de vœux, sauf que ce n'était pas un anniversaire. Elle est montée sur un fauteuil sous le placard et a tendu la main vers le haut. Il y avait une boîte avec ses affaires en haut du placard. Je n'y avais jamais grimpé, et elle non plus devant moi. Je savais juste que c'était à elle. Elle a ouvert la boîte et y a glissé l'enveloppe.
Puis elle est redescendue et a allumé la télé. J'ai mis la vidéo sur pause et j'ai fixé l'écran. Je n'avais pas besoin d'une enquête complète. Ni d'heures de foutage. Ce seul geste, ses yeux balayant la pièce avant de cacher l'enveloppe, suffisait. On ne planque pas quelque chose sauf si on veut le cacher à quelqu'un. Le lendemain, elle est repartie. Elle m'a dit qu'elle avait un dîner de networking à un événement bien-être. Elle ne savait pas que j'avais une échelle prête. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, je suis allé directement au placard. La première enveloppe que j'ai sortie a failli se déchirer où elle était bien remplie. À l'intérieur, du liquide. Pas juste quelques billets. Des liasses bien pliées de 20 et 50 euros, quelques billets de 100. Une enveloppe. Puis une autre. J'en ai trouvé 4 au total. Des milliers. Facilement. Je n'avais pas besoin de demander d'où venait l'argent. Ni les noms, ni les dates, ni les reçus. Je savais. Elle était de retour dans le circuit. Quelles que soient les promesses qu'elle avait faites, quelles que soient les larmes qu'elle avait versées, c'était juste de la fumée. Du théâtre pour me garder calme pendant qu'elle faisait ce qu'elle a toujours fait. Elle n'avait jamais arrêté. Elle était juste devenue meilleure pour le cacher. J'ai fixé ces enveloppes pendant longtemps. Je n'ai même pas compté l'argent au début où je les regardais juste, comme si elles allaient disparaître si je clignais assez des yeux. Je n'avais pas besoin d'un expert pour faire le lien. Je savais ce que c'était. Je ne savais simplement pas jusqu'où ça allait. J'avais besoin de plus que des suppositions. J'avais besoin de faits. Alors j'ai appelé Antoine. Antoine et moi, ça remonte à presque 20 ans. On a servi ensemble dans la réserve quand on était jeunes et plein d'ego. Aujourd'hui, il est détective privé au petit bureau, frais réduits, rien d'ostentatoire. Je ne lui ai pas tout raconté. Juste que j'avais des soupçons. Que j'avais besoin d'une confirmation. Que je devais le voir de mes propres yeux avant de faire une erreur irréversible. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste demandé, « Tu veux une surveillance continue ou un suivi ponctuel ?» Je lui ai dit de la suivre la prochaine fois qu'elle quitterait la maison avec des talons. 2 jours plus tard, un colis est arrivé à mon bureau. C'était d'Antoine. À l'intérieur, une clé USB et une pile de photos imprimées, haute qualité, nettes. Je les ai étalées une par une, face cachée au début, comme si j'avais besoin d'une minute pour me préparer à ce que je savais déjà venir. La première, c'était elle montant dans une berline gris argenté, talons noirs et une robe vert foncé que je ne reconnaissais pas. La deuxième, elle était à l'entrée d'un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, à un endroit avec voiturier et verre à vin. La suivante, elle riait. La main sur le bras d'un homme que je ne connaissais pas. La quarantaine, peut-être début cinquantaine. Bien propre sur lui. Costume bleu. Une posture assurée, le genre de type qui ne fait jamais la queue et ne vérifie jamais l'addition. Ils avaient l'air d'un couple. Pas d'associés professionnels, pas d'amis qui rattrapent le temps perdu. La façon dont elle lui souriait, dont elle se penchait quand il parlait, c'était trop familier. Comme regarder une rediffusion d'une émission que j'avais déjà vue, mais avec un nouvel acteur. La photo suivante, ils entraient dans un hôtel ensemble. Je n'ai pas continué à feuilleter. J'ai juste fixé celle-là longtemps. Mes mains étaient stables. Ma respiration, moins. La dernière photo, c'était elle sortant de l'hôtel, seule, environ 2 heures plus tard. Cheveux détachés maintenant. Elle a hélé un taxi, est montée, et c'était tout. Propre. Simple. Fini. J'ai refermé le dossier et me suis appuyé contre le dossier de ma chaise. Le bourdonnement du frigo du bureau était le seul bruit. Dehors, le parking était sombre, sauf pour l'éclat d'un réverbère. Je suis resté là jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent, la clé USB intacte, les photos toujours face cachée. Je ne lui ai rien dit ce soir-là. Ni le lendemain. Je me suis contenté d'observer. D'observer la façon dont elle souriait quand elle me tendait mon café le matin. Comme si elle n'entrait pas dans des hôtels avec des hommes qui n'étaient pas moi. C'était étrange, ce détachement. Comme si j'observais une personne que je connaissais autrefois à travers une vitre. J'avais toujours cru que la trahison serait bruyante. Explosive. Mais non. C'était silencieux. Calme. Comme être dans une pièce où l'électricité est coupée, et attendre que la lumière revienne. Ce soir-là, elle m'a demandé si je voulais essayer un nouveau restaurant le week-end.
Elle disait avoir lu une critique et pensait que j'aimerais les côtelettes. J'ai hoché la tête et dit d'accord. Je n'ai même pas tiqué. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit que j'étais gentil. Que je travaillais trop. Ses yeux étaient doux. Familiers. Et pourtant je ne voyais plus la femme que je pensais avoir épousée. Juste sa silhouette, portant une version de la confiance comme un manteau qui ne lui allait plus. Ce soir-là, elle s'est couchée tôt. Je suis resté dans le salon, lumière tamisée, à regarder les ombres danser sur les murs. Je n'ai pas touché les enveloppes à nouveau. Ni ouvert les photos. Ni branché la clé USB. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà. Et savoir était pire que ce que j'imaginais. Parce que maintenant, je ne pouvais pas l'ignorer. Ni l'effacer. Ni prétendre que je n'avais pas vu l'ensemble du tableau. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière, j'ai élaboré un plan un matin. Elle dormait encore quand je me suis habillé. J'ai enfilé mes chaussures de travail et pris mes clés, comme tous les matins. Je lui ai dit que je devais partir tôt. Elle a marmonné quelque chose, s'est retournée, et je suis resté là une seconde de plus que nécessaire. Juste à la regarder. Je suis parti, mais je ne suis pas allé au travail. J'ai fait le tour du quartier, me suis garé à la station-service à quelques rues, j'ai allumé la vidéo et j'ai commencé à regarder. Après mon départ, 1 heure a passé, pendant laquelle elle faisait ses bagages et a fini par partir. Je ne savais ni où elle allait ni pour combien de temps. Puis je suis rentré. Je risquais d'être vu, ce qui n'était pas prévu. La première chose que j'ai faite a été de prendre l'échelle et de retourner au placard. J'ai sorti toutes les enveloppes de la boîte en haut et les ai étalées sur le lit. 8 cette fois. Elle en avait ajouté. Je n'ai même pas regardé à l'intérieur, je les ai empilées et attachées avec un élastique. Je les ai posées sur le plan de travail de la cuisine, puis je suis allé au garage chercher les clés de rechange pour les portes d'entrée et de derrière. J'ai changé les 2 serrures moi-même. Ce n'était pas difficile. Ça m'a pris moins d'1 heure. Les nouvelles clés pesaient lourd dans ma main, comme une arme chargée. Je repensais à toutes les fois où je lui avais donné une clé, en lui disant « c'est chez toi maintenant ». À la vitesse à laquelle cette confiance s'était réduite en cendres. Puis je me suis occupé de ses affaires. Je n'ai pas fait ça soigneusement. Pas de chemises pliées ni de boîtes étiquetées. J'ai ouvert les tiroirs, balayé des piles entières dans des sacs. Chaussures, maquillage, sac à main, tout. Je prenais tout à plein bras et le jetais dehors. Des vêtements se sont accrochés au rosier, ont voltigé sur la pelouse. Une de ses vestes s'est coincée dans les branches de l'arbre près du trottoir. Peu m'importait. Que le vent s'en charge. Au milieu de tout ça, j'ai réalisé à quel point la maison semblait silencieuse sans son parfum dans l'air. Sans son fredonnement. Sans le bruit de ce téléphone qu'elle gardait toujours face cachée. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai retiré sa carte de mon application bancaire. C'était une carte que je lui avais ajoutée il y a un moment, rien d'important, juste pour les courses et les petites dépenses. Je l'ai désactivée en un clic. Puis j'ai appelé mon avocat. Je n'avais jamais fait ça avant. Je lui ai dit de préparer les papiers de divorce et de le faire vite. Il m'a demandé si je voulais les faire signifier tout de suite ou attendre. J'ai dit d'attendre. Je voulais qu'elle soit sortie de la maison d'abord. Il n'a pas insisté. Quand j'ai fini, il était plus de midi. J'ai fait un sandwich que je n'ai pas mangé. Puis je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. Elle est rentrée vers 16 heures. J'ai entendu le froissement de son sac de course. Puis le tintement familier de ses clés quand elle a essayé d'ouvrir la porte d'entrée. Le bruit de la serrure qui ne tournait pas a dû la frapper rapidement. Les coups ont commencé doucement. Puis plus fort. Puis elle tambourinait. « Julien » a-t-elle appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé la porte de derrière. Même résultat. Quand elle est revenue à l'entrée, sa voix avait changé. Aiguë, confuse. « Pourquoi mes affaires sont dehors ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai ouvert la porte, juste un peu. Elle s'est figée en me voyant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. J'ai pris une des photos d'Antoine et la lui ai jetée au visage. « Dégage de ma vue », ai-je dit. Je ne veux pas entendre un mot. Quand les papiers de divorce seront prêts, je t'écrirai. Elle a ouvert la bouche, comme pour protester ou donner une excuse douce. Je ne lui ai pas laissé le temps.
J'ai fermé la porte. Verrouillée. Puis je me suis rassis sur le canapé, au même endroit que la veille, mais maintenant la maison était enfin silencieuse. Elle est restée dehors un moment. Je l'entendais faire les 100 pas. Puis les cris ont commencé. Elle exigeait que j'ouvre la porte. Que je lui rende son argent. Que je lui rende ses affaires. Elle parlait probablement des enveloppes dans le placard. Elle pensait que je ne savais pas. Elle disait que c'était insensé, que j'étais cruel, que je lui devais une explication. Mais j'avais déjà tout dit. Le reste, c'était juste du bruit. Finalement, elle est partie. Je ne suis pas sorti avant que le soleil commence à se coucher. Une paire de ses chaussures était encore dans le parterre de fleurs. Une blouse avait volé dans le caniveau. Son rouge à lèvres rouge était étalé sur la boîte aux lettres. Il avait dû tomber d'une poche ou d'un sac. Je n'ai rien touché. Je me suis juste retourné et je suis rentré. Une semaine a passé. La maison était silencieuse. Une drôle de silence, ni paisible, ni lourd. Juste, plat. Comme si le son de ma vie avait été coupé. Je me suis occupé. Je suis allé au travail, je suis rentré, j'ai nettoyé les dernières choses qu'elle avait laissées. Je lui ai envoyé un texto. Après le dépôt des papiers de divorce. Juste l'essentiel. Heure. Date. Adresse du tribunal. Pas de politesse. Elle n'a pas répondu pendant un jour. Puis elle a fait exploser mon téléphone. Au début, c'était des supplications. Elle voulait parler, disait qu'elle ne comprenait toujours pas, que c'était une erreur. Quand je n'ai pas répondu, elle a changé de ton. Elle m'a traité de sans cœur. A dit que je lui devais quelque chose. A demandé où étaient les enveloppes. Si j'avais pris l'argent. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Elle a envoyé un long message disant que cet argent n'était pas à moi, que je l'avais volé. Qu'elle l'avait gagné. Qu'elle en avait besoin. J'ai juste répondu, je ne vois pas de quoi tu parles. Elle a appelé plusieurs fois après ça. J'ai laissé sonner. Finalement, elle a arrêté d'essayer. Du moins, directement. La date du tribunal est arrivée plus vite que prévu. Mon avocat était là, l'air de ne pas avoir cligné des yeux depuis 2003. Le sien était prêt à en découdre d'un jeune type en costume ajusté, pressé de prouver quelque chose. Elle est entrée, l'air apprêté. Nouvelle coupe de cheveux. Trench beige. Ce même visage calme qu'elle arborait quand elle me mentait au petit déjeuner. Comme si rien ne l'atteignait. Ils ont essayé de me faire passer pour le méchant. On dit que je l'avais mise dehors sans prévenir. Que j'avais détruit des biens, mal géré les finances communes, créé un environnement de vie dangereux. J'ai presque ri à cette dernière accusation. Ils ont parlé de l'argent, bien sûr. Son avocat a insisté là-dessus. Mais elle n'avait aucune preuve. Pas de virement bancaire. Pas de relevé de revenus. Pas de photo des enveloppes. Rien. Juste sa parole. Et ça ne pesait pas lourd. Le juge n'avait pas de patience pour le drame. Il a regardé ce qu'on partageait sur le papier télé, frigo, machine à laver. C'était tout. Tout le reste m'appartenait avant notre rencontre. J'avais fait attention à ça. Pas de compte joint, pas de contrat aux deux noms. Elle n'était même pas sur l'acte de propriété de la maison. Le tribunal a décidé qu'elle aurait sa moitié des quelques affaires qu'on avait achetées ensemble pendant le mariage. J'ai accepté sans discuter. Qu'elle prenne la télé, la machine à laver, le frigo. Je les remplacerai. Pas grave. Elle voulait plus, bien sûr. Mais la loi n'était pas de son côté. Quand on est sorti du tribunal, je pensais que c'était fini. Et puis elle a craqué. Sur les marches du palais de justice. Elle hurlait contre moi. Disait à qui voulait l'entendre que j'étais un voleur, un menteur, un imposteur. Que j'avais ruiné sa vie. Que je l'avais utilisé. Les gens s'arrêtaient pour regarder. Un couple a reculé. Un agent de sécurité est sorti pour essayer de la calmer. Elle a dégagé son bras et s'est précipitée vers moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me frapper. Je n'ai pas bougé. Les policiers sont sortis ensuite, lui ont dit de se calmer. L'un d'eux l'a doucement prise par le bras, lui disant qu'elle devait partir. Elle continuait de crier par-dessus son épaule en étant tirée vers le parking. Elle m'a traité de monstre.
de vide. A dit que je le regretterais. Je ne regrette pas. Je ne l'ai plus revu après ce jour. J'ai entendu des choses par le bouche à oreille où les gens parlent. On disait qu'elle était de retour dans le circuit. Les mêmes bars, les mêmes cercles, de nouveaux noms. On disait qu'elle passait d'une ville à l'autre. Quelqu'un a dit qu'elle avait l'air plus mince. Fatiguée. Comme si la vie l'avait rattrapée. Il y avait même une rumeur qu'elle était tombée malade. Quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne pose pas la question. Ce n'est plus mon rôle. Je lui ai offert un foyer. Une seconde chance. Une porte de sortie. Je lui ai donné tout ce que je pouvais sans me perdre moi-même. Et elle a menti. Encore. Sans hésiter. Sans se soucier. J'ai juste fermé la porte. Parfois, on me demande si je recommencerai. Si je donnerai une autre chance à l'amour. Peut-être. Peut-être pas. Mais je ne donnerai plus jamais une confiance aveugle à quelqu'un qui ne l'a pas méritée. Cette partie de moi naïve, pleine d'espoir, douce où elle est partie. Elle ne m'a pas seulement menti. Elle m'a appris à ne plus jamais me laisser mentir. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que les épouses méritent une seconde chance après une infidélité? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.